Leonora Miano, ce qu'il faut dire, lecture linéaire. Présentation de l'auteur. Leonora Miano est née en 1973. C'est une femme de lettres franco-camerounaise d'expression française. Elle est la créatrice d'une littérature afropéenne, c'est elle qui utilise le terme, mélange culturel entre Europe et Afrique. Bien. Alors, présentation de l'œuvre, extrait. Ce qu'il faut dire, c'est un long monologue en vers libre, poétique et incandescent qui combat le racisme, le colonialisme, les identités imposées. Donc cet extrait est un dialogue entre deux personnes, le colon blanc et la femme noire. La femme noire parle et accuse, le colon est silencieux. Et est-ce qu'il est même présent peut-être ou pas, hein. On a la présence du tu tout du long, on a des vers libres, on n'a pas de ponctuation, donc le rythme est changeant et dynamique. Alors à ce moment-là, dans la lecture linéaire, vous lisez le texte. Problématique. Comment Leonora Miano met-elle en scène un combat contre la parole du colonisateur blanc? Voilà. Un combat contre la parole du colonisateur blanc. Voilà. Alors il y a trois mouvements. Ligne 1 à 17, c'est la revendication d'une identité multiple. J'ai une identité multiple, complexe. De la ligne 18 à 31, il y a ce rêve d'une rencontre entre le colonisateur et la femme noire. Et de la ligne 32 à la fin, il y a une fausse capitulation. Elle fait semblant de se rendre, mais en fait, elle se rebelle réellement contre l'identité imposée par le colonisateur. Si c'est pas clair, on va voir ça plus clairement dans 10 secondes. Donc c'est notre première partie de la ligne 1 à 17, la revendication d'une identité multiple. Alors on a le colon blanc qui fait noir, noir, noir. Voilà, donc qui enferme donc la personne en face dans un adjectif. Et en face, on a quoi? On a la revendication d'une identité multiple qui ne se résume pas au simple adjectif noir. Alors, de la ligne 1 à 6, on a l'accusation du blanc. Tu as peur, pourquoi? Dans un seul souffle, constatation et accusation. Tu as peur, je constate, accusation, mais pourquoi? On a une allitération en peu et en re. Hein. Tu as peur, pourquoi? Un seul souffle, il n'y a pas de ponctuation, donc ça va très vite. On a une anaphore. C'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui. On a l'insistance sur la responsabilité du blanc dans cette affaire. C'est toi qui nous a conduit là. Le blanc est responsable de la situation et entraîne le noir dans sa chute. On passe de toi à nous. Hein. Donc, voyez un peu le jeu des pronoms personnels. Allitération en c'est une harmonie imitative hein, qui mime la glissade. Alors, une harmonie imitative, c'est quoi? C'est une allitération qui va mimer la chose décrite. Par exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, c'est une allitération en ce, mais c'est aussi, ça imite le serpent. Ici, ça imite la glissade. Sur cette voie glissante, hein, y a une allitération en ce, effectivement, qui imite cette glissade opérée par les actions du blanc. Voilà, dans ce genre-là. Alors, c'est toi qui as dit noir. Alors, on a un rejet, donc un rejet au sens grammatical, hein, du mot noir au vers suivant. On a la mise en valeur du terme qui tombe comme une insulte. C'est toi qui as dit noir. Hein. Alors, quand je dis rejet, c'est effectivement c'est en termes métriques, hein, c'est en termes de vers. Hein. De la ligne 7 à 17, on a l'affirmation de son identité africaine. Moi, je n'étais que Congo, Boror, Igbo, Herero. On remarque que c'est ironique. Je n'étais que. Hein, l'usage de la négation acceptive est ironique parce que finalement, je n'étais que ça. Et en fait, ça, c'est énorme. C'est plein de noms de peuples. Moi, je n'étais que ça. Mais en fait, ce ça est gigantesque. En fait, c'est énorme. Il y a une vraie grandeur. Cette négation qui est signe de modestie hein, est en fait signe de grandeur. Alors, on a des accumulations, des noms de peuples africains de la ligne 7 à la ligne 10, deux métiers exotiques de la ligne 11 à la ligne 16, et la narratrice résume toute l'Afrique à elle toute seule. Elle est l'incarnation de l'Afrique, de tous les peuples africains, et de tous les métiers exotiques, de tous les métiers africains traditionnels et tout. Hein, finalement, c'est ça. Moi, noir, ça ne suffit pas à déterminer toute l'identité profonde de cette personne, de cette autrice, de cette narratrice. Pourquoi? Alors l'idée de l'autrice est de montrer aux blancs que loin de se résumer à un seul adjectif noir, il y a une véritable richesse de la culture africaine. C'est exactement ce que je disais. Et là, je vous montre un petit peu. Alors ça, c'est vraiment super. Hein, regardez un petit peu tout ce patchwork de couleurs, de type physique. Effectivement, on peut pas juste dire noir comme ça en fait.
Moi, d'un point de vue personnel, j'avais vu un documentaire sur le Rwanda. J'avais vu le Parlement du Rwanda. Et donc il y avait que des Noirs comme parlementaires. Et ils avaient tous un type physique complètement varié en fait. Il y a une richesse extraordinaire en fait. Donc effectivement, voilà, ce seul adjectif est totalement insuffisant pour donner une idée de la richesse en fait de la culture africaine. Alors, c'est une richesse tant ethnique et géographique, avec les noms des peuples, qu'historique. Contrairement à ce que les colonisateurs européens ont longtemps prétendu, l'Afrique a bel et bien une longue histoire, et c'est dit dans le passage. Alors, par exemple, ce qui est cité, c'est les symboles Adinkra, symboles philosophiques créés par le peuple Akan. Alors, je ne comprends rien du tout, c'est très joli. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air génial, en fait. C'est une sorte d'écriture philosophique, symbolique, hiéroglyphe. Je ne sais pas. C'est fascinant. Ensuite, on a les motifs Showa du Zaïre. Alors le Zaïre maintenant c'est le Congo, la République démocratique du Congo, qui sont effectivement, ça on peut les trouver effectivement un peu partout. C'est des motifs assez classe, assez compliqués en noir et blanc. Donc ça aussi, c'est un témoignage de culture. On a aussi les Candaces de Meroé. Alors c'est quoi ce truc là? J'ai fait 2-3 recherches. Waouh, c'est ça la Candace de Meroé. Donc ça effectivement c'est une reine d'un royaume entouré de 2 léopards qui ont réussi à battre les Romains pendant 200 ans. Ils ont réussi à battre l'armée romaine d'Auguste. Et c'était un peuple qui avait pour dirigeante des reines. C'était une matriarchie, comme on dit, un matriarcat plutôt. Et effectivement, donc ça c'est intéressant. Effectivement, ça permet de replacer un peu tout ça dans la perspective africaine, de l'histoire africaine, et justement des trucs qu'on connaît pas. Moi, je connais pas, moi, ça, c'est incroyable. Quelle découverte. Et Sekhmet. Alors ça, Sekhmet, c'est une divinité égyptienne. On la voit là, c'est au musée du Louvre. Vous pouvez aller la voir. Si vous pouvez aller lui faire coucou si vous voulez, mais faites attention à pas la vexer parce que c'est la déesse égyptienne de la violence, du désert, des massacres, des maladies et des épidémies. Donc faut pas trop lui marcher sur le pied parce que sinon ça chauffe. Ensuite, on a Aset ou Isis qui est nommée toujours dans le texte. C'est la déesse égyptienne de la mort. Donc c'est l'épouse d'Osiris que voici. Donc vous voyez, vous reconnaissez ce qu'elle tient à la main, c'est la croix Ankh qui représente la vie. Elle a un symbole du soleil sur sa tête. Et là, son fils qui tient dans les bras, on dirait une sorte de Vierge Marie un petit peu quelque part, c'est Horus. Voilà. Et elle est aussi montrée avec les ailes déployées comme ça, c'est assez splendide. Donc, effectivement, c'est quand même des divinités qui sont légèrement inquiétantes. Je comprends, le gars, il est en train de se ronger les ongles, il n'est pas très rassuré, puisque c'est la destruction et la mort, Sekhmet et Aset et Isis. On a une opposition sous-entendue au christianisme des Pères Blancs qui ont évangélisé l'Afrique, et ces religions beaucoup plus païennes. Est-ce qu'il y a peut-être, de manière inconsciente, un désir de retour à la religion africaine des origines? C'est possible. Alors, on a un tourbillon de noms exotiques pour le blanc qui donne le vertige et qui montre l'incroyable diversité de l'Afrique qui ne peut pas se résumer au seul mot noir. Check. Donc, deuxième partie, vers 18 à 31, c'est le rêve d'une rencontre. On a une ouverture solennelle et un geste de paix, vers 17. En son nom puissant, je te salue d'ailleurs. Et ça contraste avec juste ce qui est après, toi qui as dit noir. On a un dégradé de 3 vers avec un rythme haché qui montre que le blanc n'a symboliquement pas bougé, malgré l'argumentation de la narratrice. Lui, il n'a rien entendu, ça ne le fait pas bouger, alors que la narratrice a quand même argumenté sérieusement. Voilà. Et c'est le retour à l'obsession du blanc, c'est ça la sous-partie. On a le champ lexical de la volonté. Tu insistais vers 21. Tu voulais vers 22. Retour de tu insistais en clôture de paragraphe vers 31. Et donc du coup, il y a une rencontre qui est possible, malgré cette obstination du blanc. On a une antithèse entre la surface d'un jugement extérieur et la profondeur d'une rencontre. On a aussi une opposition entre la couleur, qui est répétée de nombreuses fois, et qui relève du champ visuel, superficiel, et la peau, lui aussi répétée, qui relève du toucher. Ça, c'est plus profond. La couleur est moins profonde que la peau, en fait, finalement. La couleur, c'est visuel, la peau, c'est profond, quoi. C'est le toucher. On a le champ lexical des sensations, des émotions, sensation vers 26, accumulation vers 27, toucher, émotion, contact, profondeur. On a une hypothèse, peut-être la rencontre aura-t-elle lieu. Mais c'est un espoir qui est vite douché, qui est vite parti en fumée. Mais non, la couleur, tu insistais.
Voilà, c'est ça, c'est un peu l'attitude du blanc dans cette affaire, du colonisateur. Et donc, on termine sur la troisième partie, vers 32 à la fin, c'est la fausse capitulation et la vraie rébellion. Alors là, voilà, effectivement, cette revendication d'identité panafricaine de toute l'Afrique. Alors, on a une fausse capitulation. La narratrice fait semblant de se rendre à la raison du colonisateur. De guerre lasse, j'ai ratifié ma reddition. À force, j'ai accepté de me rendre. Ce que ça veut dire. Ok, je me rends, j'arrête. Mais, en fait, derrière, elle réaffirme la force de l'identité noire. On a le champ lexical de la revendication. Poser mes conditions, formuler mes revendications. On a une prise d'indépendance. J'ai parlé à mon tour. On note les majuscules sur les verbes d'action. J'ai parlé avec un grand P. Ça donne une importance et une noblesse de l'action de parler en fait. C'est pas juste parler, c'est pas juste parler, c'est parler avec un grand P. Puisqu'on ne peut pas faire entendre raison aux colonisateurs, il n'y a plus qu'à revendiquer d'être noir et que cela devienne comme une sorte de métonymie, effectivement, un rapport d'inclusion, hein, pour toute la culture et les valeurs africaines. Black Pride. Alors, ma valeur plus que ma couleur. On a un retournement du discours du colonisateur. C'est-à-dire le colonisateur insiste sur la couleur, la colonisée, la femme noire, insiste sur la valeur. Et c'est ce retournement du discours est mis en valeur par la rime en heure, valeur, couleur. On a une répétition du mot noir en fin de texte. Cette fois-ci, ce n'est plus colonisateur, je fais une faute de frappe, colonisateur qui le dit, mais la femme noire. Elle se l'approprie. Ok, tu veux me traiter de noir? Très bien, ce sera mon identité. Mais tu vas voir, je vais leur donner un nouveau sens et une nouvelle valeur, beaucoup plus positive. Alors, on a le champ lexical de la noblesse, de la dignité. En lettres de noblesse, autorité, port de tête, valeur. On a une attitude active de la femme noire. J'ai ratifié, j'ai parlé, j'ai décrété, j'ai fait sonner, etc. Elle est active, elle est plus sujette. Enfin, elle est plus. Non, pas sujette, mais objet des volontés du blanc, finalement. Hein. Elle adopte une attitude active. Et on a une ouverture sur le mystique à ce moment-là. On a le champ lexical du rythme. Sonner, mes rythmes, trépigner, mes danses, trans, mouvement. Et la revendication passe par le corps, finalement, par une espèce de danse. C'est pas juste une revendication de mots, mais c'est une revendication de corps. C'est incarné. On a le champ lexical du mystique, transcendantal, trans, spiritualité, sanctifié, orisha, qui sont des divinités africaines. Et on a le Jarastafari. Alors, c'est quoi ça, le Jah Rastafari? C'est le Rastafarisme. Alors, peut-être vous connaissez un petit peu. C'est qui lui? Alors, franchement, si vous connaissez pas, là, vous dégagez. Hein. Vous dégagez tout de suite si vous connaissez pas le grand Bob Marley. Bob Marley, enfin, on dit en français, mais Bob Marley, donc qui est jamaïcain, hein, effectivement, qui a beaucoup fait pour promouvoir la religion Rastafari. Inspiré effectivement par le roi d'Éthiopie Haïlé Sélassié. Et voici donc le drapeau hein, du rastafarisme avec les couleurs de la Jamaïque et tout ça. Et on voit un rastafari effectivement qui décide d'arrêter de se couper les cheveux, qui fait des tresses, les fameuses dreadlocks, qui ne consomme pas de viande, qui ne prend pas d'alcool. Par contre, il fume du hashish puisque c'est considéré comme une sorte de produit initiatique pour entrer en contact avec Dieu. Donc en fait, le rastafarisme, il y a des bases chrétiennes qui sont assez fortes, hein, où en fait le martyr des Juifs en Égypte, qui étaient esclaves, souvenez-vous là, avec Pharaon et tout ça, et finalement ils ont fini par quitter l'Égypte. Et à devenir libres hein, sous la conduite de Moïse. Et le rastafarisme dit mais en fait les juifs et les noirs on est très proches en fait, on a le même destin finalement, nous aussi on a été réduits en esclavage et nous aussi il faut qu'on sorte d'Égypte et qu'on refuse l'esclavage de Pharaon, c'est ça en fait. Donc du coup c'est assez intéressant en fait, il y a des bases chrétiennes mais c'est un mouvement tout à fait particulier. Et franchement, ça vaut le coup d'étudier ça. Et honnêtement, moi, je suis très content d'étudier ce texte parce que ça me permet d'apprendre plein de choses moi-même, en fait, sur plein de choses culturelles passionnantes. Tout cela débouche sur un renouveau, une renaissance, une fécondité. On a le champ lexical qui correspond, résilience, couve, gestation, régénération. Régénération qui fait une paronomase avec génération, régénération, génération, c'est quasiment le même mot. Hein.
Nun, c'est une divinité égyptienne de l'océan qui est caractérisée par une certaine fertilité aussi. Hein. L'océan, c'est la fertilité. Et on a une revendication finale, tracer mon chemin. C'est l'indépendance. Et c'est le choix de son destin. Conclusion. Le poème ne se contente pas d'une mise en accusation de la colonisation. Merci, c'est ma fille. Hein. Elle suit en même temps l'enregistrement, c'est pas grave. Donc le poème ne se contente pas d'une mise en accusation de la. Vas-y Ariane. Séparation en race noire. Mais non, c'est pas ça, c'est pas là. Ok, bon, c'est pas grave. Le poète ne se contente pas d'une mise en accusation de la colonisation. Ah zut. Colonisation et de la séparation en race noir et blanc. Ça, c'est pas juste la mise en accusation de ça. Il propose aussi une véritable revendication d'une identité africaine et noire en retournant le discours du colonisateur contre lui-même. Le poème incarne la fierté, le mysticisme et l'esprit de résistance africain. Vous faites une petite ouverture. Aimé Césaire, que voici, grand poète. Senghor, grand poète. En fait, c'est des écrivains dits de la négritude. Hein. C'est le terme qu'on a donné. C'est pas péjoratif. Hein. C'est-à-dire qui revendiquent l'identité noire, qui parlent de la condition noire dans les années 50. Finalement, c'est des gens qui ont préparé le terrain de Leonora Miano. Franchement, quand vous lisez du Césaire ou du Senghor, ça rappelle un peu le même style que Leonora Miano, très enflammé, dans un français très recherché, flamboyant finalement, pour contrer les discours des colonisateurs. Voilà,